Aujourd'hui, on plonge dans la fabrication du futur, un univers où la technologie de pointe et un savoir-faire presque ancestral se rencontrent, et parfois de façon assez surprenante. Alors, quand on parle de l'industrie du futur, l'image qui vient tout de suite, c'est quoi? Des armées de robots, de l'intelligence artificielle partout. Mais est-ce que c'est vraiment toute la vérité? En fait, la réalité, elle est souvent un peu plus, disons, organique. À la base de plein de pièces composites hyper modernes, on trouve avant tout le savoir-faire humain, de la résine et des gestes vraiment précis, perfectionnés avec le temps. Allez, entrons dans le vif du sujet. On va voir comment ces méthodes de base relèvent bien plus de l'artisanat que de l'automatisation à tout va. Ok, juste pour qu'on soit tous sur la même page. La fabrication de composites, c'est quoi au juste? En gros, c'est l'art de mélanger des matériaux, comme de la résine et des fibres, pour en créer un nouveau qui est à la fois super solide et super léger. Pensez par exemple aux coques de bateau ou aux pales d'éoliennes. On attaque maintenant avec le procédé le plus ancien, le plus fondamental de tous, le moulage au contact. C'est vraiment par là que tout a commencé. Le principe, sur le papier, a l'air simple. On dépose des couches de renfort, typiquement de la fibre de verre dans un moule, et puis, à la main, on vient les imbiber de résine, couche par couche. C'est un travail qui demande une patience et une précision incroyables, surtout pour des pièces uniques ou des toutes petites séries. Ce process se fait en 3 grosses étapes. D'abord, la préparation du moule. Et là, pas le droit à l'erreur, il doit être nickel. Ensuite, on applique le gel coat, c'est un peu la peau de la pièce, ce qui la protège et lui donne son aspect. Et enfin, la stratification, là on construit la pièce, strate par strate. Et ce qui est fou, c'est que pour faire ça, il ne faut pas forcément des machines de malade. Les ingrédients sont assez basiques. Un moule, de la résine, des renforts et quelques outils à main. Toute la complexité, en fait, elle n'est pas dans l'outil, elle est vraiment dans le tournement de l'opérateur. Et là, attention, on arrive à une étape super critique, l'ébulage. Le but, c'est de chasser à la main la moindre petite bulle d'air qui pourrait être coincée entre les couches. Si on en oublie une, c'est toute la solidité de la pièce qui est en jeu. C'est vraiment là qu'on voit tout le savoir-faire. Bon, ce travail à la main, c'est très précis, mais évidemment, ça a ses limites en termes de vitesse. L'industrie a donc dû trouver un moyen d'aller plus vite. Et ça nous amène à la projection simultanée. Alors là, imaginez une version turbo du moulage au contact. Au lieu de poser les couches à la main, une machine projette en même temps la résine et des fibres de verre déjà coupées directement dans le moule. Forcément, ça va beaucoup plus vite, c'est parfait pour les très grandes pièces. Le cœur de cette technologie, c'est la tête de projection. Dedans, il y a 2 trucs essentiels. Un système qui coupe le fil de verre en tout petits morceaux et un pistolet qui pulvérise la résine. Et bien sûr, tout ça est parfaitement synchronisé pour que le mélange soit homogène. Et même là, il y a des subtilités. Il existe 2 grandes familles de pistolets. Avec le mélange interne, tout se passe à l'intérieur de la tête. C'est très précis, mais alors le nettoyage, c'est une autre histoire. Avec le mélange externe, les 2 produits se rencontrent en l'air juste avant de toucher le moule. C'est bien plus simple à entretenir. Alors, au final, manuel ou mécanisé, c'est quoi le mieux? Pour le savoir, regardons un peu ce qui se passe concrètement dans l'atelier, les avantages et les inconvénients. Là, on voit bien les compromis. La projection gagne en productivité, c'est clair, mais ça demande plus d'investissement et ça génère plus d'émissions. Et regardez bien le point super important, dans les 2 cas, la qualité reste entièrement dépendante de la compétence de l'opérateur. La machine aide, mais elle ne remplace pas l'humain. Et qui dit dépendance à l'humain, dit risque d'erreur. C'est normal. Alors voyons un peu les défauts les plus classiques qu'on peut rencontrer quand le process n'est pas maîtrisé à 100%. Le premier, et c'est sans doute le plus grave, c'est le délaminage. En gros, les différentes couches du matériau se décollent. Ça peut venir d'une surface sale ou, devinez quoi, encore de l'air qui est resté coincé. Dans des domaines comme le nautisme ou l'aéronautique, c'est le genre de défaut qui ne pardonne pas. Et puis, bien sûr, les fameuses bulles d'air. Si l'ébulage n'a pas été fait parfaitement, on se retrouve avec des petites poches d'air dans la pièce. Et chaque bulle, c'est un point de faiblesse. Ça montre bien que même avec une machine, le geste manuel, lui, reste absolument décisif. Bon, tout ça nous amène à notre dernière partie. Comment est-ce que ces techniques, avec leurs forces mais aussi leurs faiblesses, façonnent finalement l'avenir de la fabrication? En fait, le point le plus important, il est là. Ce sont justement les limites de ces procédés, la lenteur, la dépendance à la main-d'œuvre, les émissions, qui servent de moteur à l'innovation. Chaque problème devient une invitation à inventer une solution. Prenons un exemple très parlant.
ces deux méthodes ne produisent qu'une seule phase d'aspect vraiment fini. Eh bien, cette contrainte fondamentale, c'est ce qui a directement poussé les ingénieurs à développer des techniques en moule fermé, comme l'injection, pour obtenir des pièces parfaites des deux côtés. Ce qui nous laisse avec une grande question pour la route. L'avenir de la fabrication, c'est l'automatisation totale par des robots, ou c'est l'humain avec des outils de plus en plus performants? Finalement, la réponse n'est peut-être pas l'un ou l'autre, mais une collaboration bien plus intelligente entre les deux. De quoi réfléchir.